Bonjour François Ruffin. Bonjour. Dans une heure, la Cour des comptes rend à François Bayrou son rapport sur les déficits de retraite à l'horizon 2030, plutôt 55 milliards, plutôt 10-15 milliards. Il y a débat sur les chiffres. Est-ce que cette Cour des comptes, ce sera le juge de paix? Non, je veux dire, on aura des chiffres, des courbes, des projections, on en a déjà eu. Maintenant, derrière, il y aura un conclave, des négociations entre les syndicats de salariés et de patrons, mais il faut, à la fin, le déboucher, c'est un vote de l'Assemblée. Rappelons qu'il y a un double scandale, un scandale social d'envoyer travailler jusqu'à 64 ans des ouvriers, des auxiliaires de vie, des chauffeurs de bus, des gens qui sont à la peine avec le corps usé, mais qu'il y a un scandale démocratique aussi quand Emmanuel Macron a décidé de faire cette réforme seul contre tous, contre 8 salariés sur 10, contre tous les syndicats unis et contre une majorité de députés à l'Assemblée. Un vote de l'Assemblée pour avaliser ce que les partenaires sociaux auront décidé, vous vous conformerez à ça? On verra si jamais les syndicats de salariés sont d'accord avec les syndicats de patrons, à quoi ça aboutit. Mais à la fin, ça sera un vote de l'Assemblée. C'est noté. Autre réunion très importante ce matin, elle a lieu à l'Élysée, puisqu'Emmanuel Macron reçoit, lui, les partis politiques à 11h pour parler de la situation en Ukraine et de la sécurité européenne. Est-ce que ça, c'est un rendez-vous utile ? Écoutez, quand il y a une guerre qui se déroule depuis 3 ans sur le continent européen, qui a fait 1 million de victimes, qu'on a un agresseur, rappelons-le quand même, qui est la Russie avec son dictateur Vladimir Poutine, qu'il y a des bouleversements stratégiques qui sont en cours, qu'on aille rencontrer le chef des armées et discuter avec lui de où va le pays, ça me paraît une nécessité. Il a raison de faire entendre la voix de la France et de l'Europe. Oui, maintenant, il faudrait que ça ne soit pas dans la panique et d'une manière agitée, sans qu'on comprenne à nouveau très bien où ça va. Qu'est-ce qui est agité, là ? Je le dis parce qu'il y a eu beaucoup de variations dans la politique d'Emmanuel Macron à l'égard de l'Ukraine. Je le dis, c'est comment on retrouve une place à la table des négociations. Comment ça se fait qu'on n'y est pas ? Pendant 3 ans, il y a eu 0 initiative qui a été prise par Emmanuel Macron, mais aussi par l'Union européenne. Vous reconnaissez qu'il s'y efforce, là ? Oui, mais quand on est le dos au mur, quand finalement il est trop tard. Et ça va être difficile, à la fois que nous retrouvions une place, mais surtout que l'Ukraine retrouve une place pour ne pas se faire déchirer entre les USA de Trump et la Russie de Vladimir Poutine. Donc il faudrait que ça se fasse autrement que dans la panique. Dans tout ça, moi, vous savez, la situation est parfois tellement désespérée qu'il faut s'efforcer d'y voir la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, pour moi, c'est la sortie de la naïveté. Ça fait des décennies que du côté gauche, on dit qu'en matière de sécurité, oui, les Américains sont nos alliés, mais il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Vous êtes d'accord avec cette idée d'autonomie ? Ça ne peut pas être l'OTAN. On voit bien que quand le parapluie se retire, c'est la panique à bord. Donc, il nous faut construire une autonomie. Moi, je suis pour une Europe de la puissance industrielle, de la puissance industrielle. Il y a une forme d'alignement aujourd'hui dans votre discours avec Emmanuel Macron, pour le coup. Oui, écoutez, oui, mais il y a une chose, c'est quand même qu'il ne faut pas que ça se fasse par l'incantation. Ça ne se fait pas par la magie du verbe, ça ne se fait pas sur le perron de l'Élysée, ça se fait dans la durée. Ça ne peut pas être par foucade. Et là, ce qu'on a eu, je le dis, l'absence d'initiative pendant 3 ans, c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui. Il y en a aujourd'hui. Emmanuel Macron, autre sujet pour lui, va procéder à la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, puisqu'hier, le Parlement ne s'est pas opposé à cette nomination. Il a manqué une voix pour recueillir 3/5 de voix contre, c'est juste, mais c'est la règle. Est-ce que vous reconnaissez que le chef de l'État peut désormais procéder formellement à la nomination de Richard Ferrand ? D'un point de vue légal, oui. Maintenant, le pays a besoin d'une opération main propre. Quand on a un Emmanuel Macron qui avait promis une République exemplaire et qu'à l'arrivée, on a tout le contraire, qu'on a proposé comme gardien, comme garant de la Constitution, c'est-à-dire de la loi suprême, quelqu'un qui a trouvé le moyen de se soustraire à la loi, il y a eu des décisions de justice. La décision de justice, ça a été... Il n'a pas échappé à la justice. Ça a été par classement sans suite, d'accord ? Ça a été par la prescription, et il n'y a pas eu de volonté d'aller sur le fond. Vous dites, pardon, opération main propre. Opération main propre, c'était contre la mafia. Richard Ferrand, c'est la mafia qui arrive au Conseil constitutionnel. Je dis, regardons ce que dit Transparency International, la dégringolade de la France en matière de corruption. Qui a nommé Richard Ferrand ? Emmanuel Macron, qui a 2 informations judiciaires d'ouvertes. Qui l'a laissé avaliser à l'Assemblée? Les députés du Rassemblement national, dont on sait, entre autres avec Marine Le Pen, que le mois prochain, il y aura une punition, une sanction pour des détournements. Vous croyez au deal caché, comme on l'entend depuis hier, entre macronistes et le pénistes ? Ce que je vois, c'est une situation où on a massivement, dans le pays, c'est 26 ministres, nous dit Transparency International, qui, depuis 2017, sont pris dans des affaires. Vous savez, Jean-Marie Le Pen disait « tête haute, main propre ». Aujourd'hui, c'est tête basse, main sale.
Et regardez, on a Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui se retrouve avec un bracelet électronique. Et en ce moment même, il est jugé. Pourquoi il est jugé? Pour le financement de sa campagne par une puissance étrangère, par la Libye de Kadhafi. Et en se disant gaulliste. Mais De Gaulle, c'était l'indépendance de la France, et c'était un homme qui payait ses factures d'électricité. Quand vous dites ça, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat très noir hier de Jean-Luc Mélenchon, qui dézingue ce qu'il appelle les partis politiques traditionnels? Il dit justement ce RN qui ne vote pas la censure et fait élire Richard Ferrand, un ex-PS devenu macroniste, un PCF qui veut supprimer les RSA. Il dit seule la France insoumise aujourd'hui est un produit frais et sans conservateur. Est-ce que la France insoumise est exempte de ça? Pour l'instant, pas. D'accord? Donc là, aujourd'hui... Donc vous dites LFI et les autres, même combat. Mais non, mais là, aujourd'hui, je le dis, il y a besoin au sommet de probité. On a besoin aujourd'hui, dans les ministères et dans l'État, d'hommes qui incarnent de l'exemplarité. Et qu'on ait, oui, une vraie interrogation sur la place de la corruption, des prises illégales d'intérêt, jusque... Je m'arrête un instant, François Ruffin, pardon, de ce que vous dites. Vous considérez aujourd'hui que la France est un État corrompu, que les dirigeants politiques français sont corrompus? En tout cas, il y en a beaucoup, oui, mais regardez... Mais il y en a beaucoup. Moi, je ne vois pas de jugement pour corruption de dirigeants politiques. Regardez, mais vous avez le secrétaire... Auparavant, quand il y avait une mise en examen, ça valait le départ des ministres. Maintenant, il y en a tellement que c'est plus possible. Mais François Ruffin, vous avez Alexis Kohler, qui est le grand maître de l'Élysée, et qui continue à opérer depuis des années. Vous ne voulez pas qu'on rappelle toutes les affaires qui concernent vos anciens amis de la France Insoumise? Jean-Luc Mélenchon lui-même a été condamné. Il n'a pas été condamné sur des faits de détournement de fonds, d'accord? Il y a des mises en examen à la France Insoumise, et je pense que là où ça doit valoir... Le financement de la campagne? Mais je le dis, là où ça doit valoir pour les uns, ça vaut pour les autres, ça vaut pour tout le monde. Maintenant, ils ne sont pas ministres, d'accord? Mais il y avait une habitude qui était prise dans notre pays, que quand on était ministre et qu'il y avait une mise en examen, on démissionné. Ça n'est plus le cas. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, on le sait, il se prépare pour la présidentielle de 2027 et ses lieutenants le disent volontiers. Vous pourriez vous présenter contre lui ou par principe c'est exclu, on ne divise pas cette gauche-là? Écoutez, Jean-Luc Mélenchon fait le choix de dire j'y vais tout seul. Je pense que là, le temps est plus à faire la danse du ventre ou à jouer de la mandoline à son balcon pour qu'il revienne à la maison. La porte est ouverte. Maintenant, il faut que la gauche, elle construise autre chose, qu'elle construise quelque chose de puissant qui emporte et fédère dans le pays. Et pas derrière Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est toxique pour la gauche, toxique pour le pays. Qui nous mettent en mesure de gagner. Il est toxique pour la gauche et toxique pour le pays, Jean-Luc Mélenchon? Je dis, la porte est ouverte à Jean-Luc Mélenchon et maintenant nous devons construire, il décide d'y aller seul, nous devons construire à côté quelque chose de puissant et qui soit source d'espérance. Vous savez, ce que je ressens dans le pays, c'est quand même de la tristesse, c'est de la morosité. Et nous, il faut qu'on arrive là-dedans à rallumer la lumière pour possiblement étonner la catastrophe. Quand vous dites qu'on arrive à rallumer la lumière, c'est que vous arriviez, vous personnellement, à rallumer la lumière, vous êtes prêt à le faire vous? Alors, autant certains pensent qu'à eux tout seuls, avec leurs bras fortement musclés, ils parviendront à opérer ça, autant je ne pense pas que c'est un homme providentiel tout seul qui y parvient. Mais en revanche, pensez que dans le pays... C'est un peu le principe de cette présidentielle. Pensez que dans le pays, de la même manière que le soir du 9 juin, on a réussi à trouver, le soir des élections européennes, quand a été annoncée la dissolution, on a réussi à trouver des forces vives dans le pays qui se sont saisies pour aller de l'avant et faire qu'il n'y ait pas une victoire automatique du Rassemblement national. Je pense qu'on peut trouver... Mais vous y prendrez toute votre part, ça on a bien compris. Oui, bien sûr. Un dernier mot, François Ruffin. Aujourd'hui, à l'Assemblée, il y a une journée dédiée aux propositions des groupes parlementaires. C'est le groupe écologiste qui décide de l'ordre du jour, un groupe auquel vous êtes rattaché, avec notamment une proposition que vous soutenez sur une garantie de travailler la journée pour les hommes et femmes de ménage. Si ce texte est aussi important, un point m'échappe, pourquoi a-t-il été mis en toute dernière position par les écologistes? Il n'a aucune chance d'être examiné. Mais malheureusement, vous savez, tous les textes sont passionnants. Bon, vous savez, malheureusement, les propositions de loi, quand elles passent à l'Assemblée, derrière, et qu'elles émènent des groupes parlementaires, même quand elles sont votées, il faut encore qu'elles soient votées au Sénat et ainsi de suite. Donc, ce qui importe aujourd'hui, c'est qu'on en parle. C'est qu'on se dise que, voilà, comment ça se fait? Je suis sûr que c'est le cas aussi à TF1, c'est le cas à l'Assemblée. Comment ça se fait que c'est les femmes qui viennent de 3e couronne de banlieue parisienne, qui vont se lever à 4h du matin pour commencer à 6h, terminer à 9h, avoir un petit bout de boulot le matin, un petit bout de boulot le soir, avec les difficultés à voir leurs enfants, que ça leur fait un temps plus que complet avec le transport, mais que ça leur fait un salaire incomplet, un salaire partiel. Et que c'est la deuxième ligne que saluait Emmanuel Macron en disant qu'il faudra se rappeler que c'est sur eux que le pays repose. Si c'est sur eux, sur elles, là en l'occurrence, que le pays repose, ça mérite reconnaissance et rémunération, ça mérite d'être bien traité. Vous savez, moi je suis pour que le travail, dans notre pays, les Français puissent en vivre, bien en vivre et pas en survivre.